Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous avons le plaisir de revenir sur cette antenne, plus précisément sur la 98.7, dans l'émission Océan Politique. Cette émission est réservée exclusivement à l'actualité politique du Sénégal. Tous les dimanches, nous recevons un acteur ou une actrice politique pour discuter, échanger sur les faits saillants de l'actualité politique. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Madame Fatou Ndao Dieye, membre du bureau politique national du panel. Madame, bonjour. Bonjour, M. Diouf. Alors, c'est quoi le panel? Le panel, c'est le parti des alliances pour la nouvelle élite. Vous êtes membre de la cellule de communication? Oui, effectivement. Et responsable politique à la ZAC de Mbao. Oui. Où se trouve ZAC de Mbao? La ZAC de Mbao se trouve après Grand Mbao, après Kambay Fall, en allant vers Rufisque. Ok. Vous rajoutez quelque chose sur la présentation? Avant tout, d'abord, je salue les auditeurs et les auditrices d'Océan FM. Et je remercie mon président, Dr Hassan Ka, pharmacien et vice-président de l'UNACOA, qui est le président du panel. Ok. Et qui a été un candidat recalé pour les élections présidentielles du 25 février 2024 et qui est membre de la coalition Diomaye Président. J'ajoute, je suis Fatou Ndao à l'état civil, Madame Dieye. J'ai fait des études primaires et secondaires à Rufisque et à Ouakam où j'ai eu mon BFM. J'ai été au lycée Maurice Delafosse, au lycée industriel Maurice Delafosse en série F1, électromécanique. Je suis ingénieure polytechnicienne de formation, cadre d'encadrement dans les grands chantiers de l'État. Et j'ai eu à faire aussi une formation en création et gestion des entreprises. J'ai eu à faire une formation en assistant de direction. Un CV très riche, madame. Alors, le docteur Hassan Ka, qui a créé votre parti politique, le panel, alors, il a dit que nous sommes dans un Sénégal des sommités et un Sénégal de la basse classe. Alors, quelle explication donnez-vous à cette thèse? Bon, il a parfaitement raison parce que nous sommes dans un Sénégal où les riches s'enrichissent chaque jour et les pauvres s'appauvrissent chaque jour. Il y a une différence sociale qui est flagrante. Les riches sont ensemble et ils ne regardent pas les pauvres. Et c'est vraiment écœurant. Et cette différence, on le voit surtout au niveau de la banlieue. On constate que la banlieue, les populations s'appauvrissent de plus en plus. Effectivement, parce que pour moi, je me dis que les populations de la banlieue sont laissées toujours en rade. On ne voit pas beaucoup d'autorités investir, si je peux me permettre d'utiliser ce verbe, dans la banlieue. On les laisse défavorisés. Ils ne pensent à la banlieue que quand ils veulent être élus. Tout ce qu'ils font, c'est ailleurs, dans les zones, dans les zones citadines, si je peux me permettre de dire. Okay. Donc, ils utilisent la banlieue comme ressource électorale. Effectivement. Alors, ce sont les causes pour lesquelles votre leader s'est engagé pour lutter contre cette différence sociale. Effectivement, parce que lui, il est un digne fils de la banlieue.
un digne fils de la banlieue. C'est pour ça qu'il a créé son parti. Et puis, il veut mettre une entité qui peut regrouper, le panel, c'est une entité qui regroupe des personnes prises individuellement ou bien des mouvements, des associations et voire aussi des partis, d'où le terme alliance. Ok. Ok. Et le président du Parti des Alliances pour la nouvelle élite panel, le docteur Hassan Ka, a constaté qu'il y a une seule équipe politique qui gère au sommet de l'État depuis les indépendances. Alors, il estime que les renouvellements se font à chaque mandat d'environ 60 à 40%, ce qui est minimal par rapport à l'attente des Sénégalais. Et ma question, est-ce que cette partie politique qui s'appelle Panel est sur la même dynamique des partis qui ont été créés pour contrecarrer le système établi depuis l'indépendance? Effectivement, on est sur ce même lancé. Et puis, comme vous avez dit, il a constaté que depuis belle lurette, la manière de faire la politique au Sénégal ne correspond pas à la réalité. Non seulement de la démocratie internationale, mais également nous, ce qu'on est, on est bien vu à l'extérieur certes, mais à l'intérieur, c'est vraiment regrettable et c'est déplorable. C'est vraiment, le peuple n'apprécie pas, ainsi que les grands intellectuels de ce pays. Et c'est pour cela qu'il a créé ce parti-là pour lutter contre ces injustices sociales. Alors, dans votre programme, votre leader parle de système de protection sociale, un système de protection sociale. Il veut parler de quoi exactement? Bon, quand il parle de système de protection sociale, je pense que les jeunes, les femmes, les personnes en quelque sorte, doivent tous avoir des revenus pour ne pas lutter surtout contre la pauvreté. La pauvreté, tout le monde doit avoir de quoi faire, trouver un travail, trouver un moyen de ne pas être dépendante des gens qui sont à la tête, qui étaient à la tête de ce pays-là. Alors, surtout lutter contre les inégalités sociales, parce qu'il y a une disparité vraiment très large entre ceux qui sont au niveau de l'État. Leur train de vie est extraordinaire. Effectivement. Alors, votre parti politique est membre de la coalition Diomaye Président. Pourquoi avez-vous choisi cette coalition concrètement? Nous avons choisi la coalition Diomaye Président parce que nous avons les mêmes objectifs, nous avons les mêmes idées et nous voulons la même chose. À savoir, par exemple, lutter contre la pauvreté, lutter contre le chômage, lutter contre l'exploitation, parce que les gens qui étaient là ne faisaient qu'exploiter les populations. Ok. Alors, l'élection présidentielle 2024, la plus ouverte depuis l'indépendance du Sénégal, où il y a eu 7 millions d'électeurs. Après bien des péripéties, avec tout ce qui s'est passé, le scrutin a finalement eu lieu avec 3 semaines de retard sur le calendrier électoral. Alors, 12 années de pouvoir du président Macky Sall. Quel est selon vous son bilan? Un bilan nul. Un bilan nul. Parce que ce qui le prouve, c'est qu'il a été gagné au premier tour. Et moi, depuis que je suis née, depuis que je me souviens des élections au Sénégal, je ne me rappelle pas une élection présidentielle gagnée au premier tour. Je ne me rappelle pas. Donc, c'est une sanction. Le régime a été sanctionné. Les gens en avaient marre
Ils en avaient assez et les urnes ont parlé. C'est une honte, Ouais. surtout avec un parti politique qui est au pouvoir, qui a les moyens et qui a organisé les élections À sa guise. et qui a été battu dès le premier tour. C'est vrai. Donc ça montre que ils ont été désavoués par la population, La population, parce que les gens en avaient vraiment assez. surtout les jeunes. Les jeunes qui meurent dans les océans, les jeunes qui partent Désespérés. désespérément. Ils partent dans des conditions vraiment... Bien qu'on dit que le développement d'un pays, ce sont les infrastructures. Là, je suis d'accord. Mais pourquoi créer des infrastructures? Je peux citer le stade de Diamniadio et le stade... L'arène nationale. L'arène nationale, le stade Arena. Mais tout ça, ça nous sert à quoi? C'est bien, mais Ça ne sert à rien il y a des priorités Il y a des ailleurs. priorités ailleurs. ailleurs. Alors, quelles sont ces priorités-là, selon vous? La santé est là, l'école est là, L'éducation. l'éducation, l'emploi des jeunes. Il y a- c'est parmi tant d'autres, quoi. Ok. C'est parmi tant d'autres. Et Moi, si- je voyais vraiment qu'ils fassent des réalisations, des investissements dans ces secteurs que là où il les a fait. Et le coût élevé de la vie également, les Sénégalais en souffrent. Les Sénégalais Qu'en en dites-vous sur ça? Surtout vous en tant que femme. La vie est vraiment très chère. Le panier de la ménagère souffre. Même quand tu amènes 10 000 francs à la boutique, c'est une petite monnaie qu'on te rend. Tout est cher. Les ménagères sont fatiguées. Et puis ce ne sont pas tous les pères de famille qui ont ces moyens. Ce ne sont pas toutes les personnes qui peuvent manger à leur guise, qui peuvent bien manger. Non. Tu vois des gens qui préparent une fois le repas chez eux. Quand ils préparent à midi, ils ne préparent pas le soir. Tu rentres dans des maisons, ils ne prennent pas le petit déjeuner. Et tout ça, ça existe dans la banlieue? Oui, ça existe. Les gens souffrent. Tu rentres dans des maisons, il n'y a qu'une seule personne qui travaille. Et ce qu'ils gagnent, c'est tellement minime que ça ne sert à rien. C'est insuffisant. C'est insuffisant, plus même qu'insuffisant. Il faut payer l'électricité, payer l'eau, et entre autres dépenses, la nourriture, la scolarité des enfants. Réservé parce que quand une personne tombe malade, ça n'avertit pas. Tout à fait. Ouais. Et puis il y a des imprévus, d'autres imprévus qui viennent. Un seul salaire ne peut pas faire ça. Ok. Et que nous sommes au XXIe siècle, on devait normalement dépasser cette situation-là. Effectivement. Alors, en termes d'indice de développement humain, le Sénégal a quitté la 154e place pour être à la 169e place. En termes de chômage, on est passé de 13% en 2012, quand le président Macky Sall prenait le pouvoir, à 24% maintenant en 2024. Est-ce que c'est l'humain qui est absent dans le bilan du président Macky Sall? Je dirais oui. Parce que ce n'est pas du tout normal. C'est injuste. En voyant toutes les infrastructures réalisées et que la majeure partie de la population vit dans la pauvreté. Donc il a échoué au niveau social. Au niveau social, il a échoué. Parce qu'il a beau faire des infrastructures, il a beau créer des genres d'emplois, je peux dire, il a créé des emplois, mais des emplois qui sont donnés, des emplois qui ne sont pas dispersés, qui ne sont pas donnés aux jeunes qui méritent ces postes. Mais il y avait trop de copinage, des emplois qui ont été donnés par des parents, pour des parents, à des parents, des emplois qui ont été donnés aux enfants des amis, des emplois qui ont été donnés aux nièces de M. Tel, aux neveux de M. Tel. Il n'y a pas de mérite. Il n'y a pas de mérite. Il n'y a pas de mérite. Des postes qu'on donne sans mérite, et c'est ça qui a gâté le pays. Ok.
Un bilan assombri selon certains experts également par un glissement autoritaire du président Macky Sall. Ces dernières années, le président Macky Sall a toujours été accusé de s'en être pris à de nombreux opposants. Alors sa décision invalidée par le Conseil constitutionnel de reporter l'élection présidentielle n'a fait qu'accroître la défiance d'une partie de la population envers son gouvernement, n'est-ce pas? Non, le président Macky Sall, je ne voulais même pas citer son nom. Voici, il a enfermé beaucoup. Oui. Et ensuite... Et il prenait le Sénégal pour sa maison. Voilà. Il croyait que le pays, c'était sa maison. Il se comportait comme un chef de famille. Ce qui est injuste. Tout à fait. Même quand tu tousses, on t'amène en prison, comme disent les enfants. Le taux d'emprisonnement sous son magistère n'a jamais existé avant lui. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Même avec Senghor. Même avec Senghor, avec Abdou Diouf, avec Abdoulaye Wade. Et pourtant, Senghor avait enfermé son principal opposant. Mamadou Dia. Mais sous le magistère du président Sall, alors tous ses opposants ont été en prison. Non, les plus en vue. Surtout. Il avait peur. Madame, revenons un peu alors sur les candidats à l'élection présidentielle. Alors vous êtes femme. On a constaté qu'il y a une seule femme qui s'est présentée à l'élection présidentielle. La représentativité des femmes est très minime par rapport aux hommes. Ça vous dit quoi, ça? Vous n'êtes pas dynamique ou bien vous avez peur de... C'est quoi ça? Quel est votre avis sur ça? Je ne pense pas que ce soit ça. Peut-être que la deuxième, peut-être que les femmes ont peur. Peut-être aussi qu'elles n'ont pas les moyens d'aller se présenter aux élections. C'est pas facile d'aller à l'élection présidentielle. Ouais, pas facile. Et puis, pour les élections passées, vous avez vu ce qu'ils ont fait. Ils ont écarté Rose Wardini et tout le monde a vu. Je ne parle pas de Tata Mimi Touré. Il a eu peur. Rose avait passé l'étape du parrainage, oui, mais il a un problème de double nationalité. Et moi, je suis certaine qu'elle n'est pas la seule. Il y en a d'autres qui ont ça, mais comme c'était la loi du plus fort, c'est ce qui me plaît qui se passe. Est-ce que vous croyez que c'est la loi du plus fort parce que, par exemple, est-ce que ce n'est pas un problème de représentativité au niveau national? Parce que c'était des parrainages, hein, si vous avez le nombre... Non, quand je parle du cas de Rose Wardini, parce qu'elle avait passé le stade du parrainage. Mais pour ce problème auquel on l'a écarté, je suis certaine qu'il y en a d'autres. Voilà, se lancer sur ce commerce-là, avec les fruits et autres, et ils s'en sortent, les étrangers. Mais maintenant, on voit des jeunes dans ce domaine-là, même des femmes, des jeunes filles dans ce domaine. Mais il y en a, quand je parle de jeunes qui n'ont pas de travail, vous voyez un maîtrisard qui vend, il y a un exemple, il y a un maîtrisard qui est vendeur de couscous, de farine de mil et autres. Pourtant, il a tous ses diplômes, il a même sa maîtrise. Il n'a pas de travail, il est parti se débrouiller sur ça. Il y a d'autres jeunes qui vont dans les champs, j'en vois, qui quittent Dakar pour aller cultiver dans les champs à l'intérieur du pays. On voit les jeunes qui sont devenus des marchands, des vendeurs en ligne. Il y en a maintenant en pagaille. On voit des jeunes qui sont devenus des marchands ambulants, qui traînent avec leur lourd sac dans les rangs. Pour avoir un détournement d'objectif, quand tu finances une personne, il faut lui donner il faut lui donner les bagages qu'il faut. Il faut bien lui parler. Un encadrement. Il faut l'encadrer. Mais en dehors de ça, thèse devant les Sénégalais, le PSE, plan Sénégal émergent, ils ont toujours crié ça.
Alors, en dépit de tout ça, alors Amadouba n'a pas su résister à la volonté populaire. Bon, parce que les gens, comme je vous ai dit, les gens en avaient assez. Et pourtant, il avait tous les moyens Ouais. de gagner cette élection-là. Mais ce ne sont pas, dans cette élection-là, ce Mhm. n'étaient pas les moyens. Donc, c'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui décide. Mhm. Et le peuple en avait vraiment plus que marre. Donc, le peuple est souverain. Effectivement. Alors, est-ce que ça montre que l'élite doit revoir sa copie, parce que maintenant, les jeunes ne pardonnent plus les politiciens. Ils ne pardonnent. Ils ont compris. Ils ont compris. Ils ont compris. Parce qu'avant, nos mamans étaient là, nos grands-mères, et puis c'est eux qui décidaient. C'est elles qui décidaient, nos mamans, nos grands-mères, et puis nos papas aussi, nos grands-parents. Ils étaient là, ils décidaient à notre place. Mais maintenant, les jeunes ont compris. Ils ont bien compris et ils en ont conscience. D'habitude, on voyait à l'approche des élections, ou bien de l'élection présidentielle, les politiciens faisaient des descentes dans les quartiers en distribuant des sacs de riz, de l'huile. Maintenant, les jeunes refusent ça. Oui, effectivement. Parce qu'on te donne un sac de riz. C'est la maturité maintenant. C'est la ou bien? maturité. Et ils ont pris conscience. On te donne un sac de riz. Après, tu vas souffrir 10 ans après. 10 ans après. Ça ne vaut pas la peine. Ok, mais nos mamans également restent têtues, hein, les vieux. Maintenant, mais la jeunesse a refusé maintenant. Non, moi j'ai vu de vieilles personnes le jour des élections. J'ai vu de vieilles personnes qui ne pouvaient même pas marcher. On les aidait. Elles tenaient à voter pour le changement. Pour le changement. Ok. J'ai vu un vieux qui disait que depuis 2000, il n'a pas voté. Depuis que Abdoulaye Wade est parti, il n'a pas voté. Mais il tenait à venir voter pour le changement. Ok. Donc, en 2024, on peut dire que c'est l'ère du changement radical ou bien total. Oui. Et puis ça ne fait que commencer. Avec cette nouvelle jeunesse-là. Rien ne sera comme avant. Ok. Ça, c'est clair. Alors, je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevons Mame Fatou Ndao Dieye, membre du bureau politique national du panel, parti des Alliances pour la nouvelle élite, membre de la cellule de communication, responsable politique à la ZAC de Mbao. Madame, j'ai vu dans votre profil la Linguère. Pourquoi on vous appelle la Linguère? Bon, parce que je suis une Linguère. C'est pour nom de famille Ndao. Ndao. Et nos grands-parents étaient des Belep. Et toutes nos grands-mères étaient des Linguères. Ok. Et vous vous identifiez à ça? Oui, parce que c'est la bourgeoisie, quoi. Ok, ça c'est vrai. Donc, toutes nos salutations aux Ndawen du Sénégal. Oui, Alors, voilà. Alors, la première réunion du Conseil des ministres tenue le mardi, le 9 avril, le chef de l'État a demandé au Premier ministre de procéder à une revue générale des programmes et projets du capital humain, c'est-à-dire audit des recrutements et des ressources humaines et des ressources budgétaires, de faire la situation générale des finances publiques, de la coopération, l'état de toutes les conventions de financement signées et des partenariats publics-privés. Il y a une volonté de transparence? Oui, effectivement. Il a cette volonté-là. Il veut la transparence. Parce qu'on constatait que dans les ministères, alors, il y avait des recrutements. Des CV qu'il ne faut même pas Des avoir gens- envie de voir. Oui, des gens qui sont recrutés au niveau des ministères et qui ne travaillent même pas. Même pas. À la fin du mois, ils perçoivent leur salaire. Il y avait trop Est-ce de que- laisser aller. Ok. Est-ce que c'est dans les ministères? Est-ce que c'est pas dans dans tous les secteurs de l'État? Effectivement, c'est dans tous les secteurs de l'État, dans les ministères comme dans les grandes directions et partout.
D'ailleurs, il a parlé d'une revue générale. Moi, j'ai peur de voir beaucoup de personnes être licenciées. Parce que quand la personne n'a pas le profil adéquat pour occuper son poste, N'a pas le niveau, n'a pas le diplôme. rien. Le profil, ça veut tout dire. Oui. Je trouve mal et je pense qu'ils ne vont pas les laisser là-bas. Avec ces jeunes que je vois là, Oui. ils ne vont pas laisser ça. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à voir et à refaire Oui. dans l'État. Dans l'État. Ok. Alors, pour la nomination des ministres, ce qui m'a frappé, c'est cette phrase-là d'un ministre qui a été nouvellement nommé. Il dit que je n'ai jamais été autre chose qu'un procureur de la République et non un procureur du gouvernement. Je n'ai jamais été un procureur d'aucun gouvernement. Le nouveau ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ousmane Diagne. Alors, malgré tout ce qu'on a vécu avec la justice, il y a des hommes dignes et intègres. Et honnête. Moi, je me dis que tout ça, c'est une question d'éducation. C'est l'éducation de base qui nous suit partout. Quand on a été éduqué dans la suffisance, dans le respect, dans la dignité, on ne peut que faire bien son travail. On ne se laisse pas prendre, on ne se laisse pas aller, on ne se laisse pas manipuler. Et on a vu qu'il y a eu trop de manipulation et de pression sur les acteurs de la justice. Et lui, il a su résister à ça. Et cette dignité, cette intégrité a finalement payé parce qu'il est nommé par le nouveau gouvernement. Et on a besoin de ces gens-là, n'est-ce pas? Vraiment, c'est de ce genre de personnes dont on a besoin pour faire avancer notre pays. Okay. Alors, parlons de toute autre chose. Madame Dieye, Fatou Ndao, un vent de fronde souffle dans l'Alliance pour la République. Là, vous allez me donner votre avis simplement, parce que vous êtes acteur politique. Alors, ce vent de fronde qui souffle dans l'Alliance pour la République, alors Macky Sall informe rester le président du parti et confie la coordination à Amadou Mame Diop, qui est le président de l'Assemblée nationale. Alors, de l'autre côté, Amadou Ba invite les républicains et démocrates à poursuivre l'élan de la campagne électorale pour gagner les batailles du futur. Alors, l'inévitable bras de fer à la direction de l'APR et surtout entre Macky Sall et Amadou Ba. Quelle lecture faites-vous de cette situation-là? Bon, moi, Macky Sall et Amadou Ba, moi je les conjugue vraiment au passé. Au passé. Ouais. Ah, mais ils sont toujours là. Bien que Macky, l'APR demeure, elle reste un parti. Et Macky était président de la République. Oui, Donc. il était président de la République. Ça, c'est vrai, on le sait. Mais il n'a pas été ce qu'il devait être. Quand les gens votaient pour lui, on avait un grand espoir. Et puis comme c'était le premier président né après l'indépendance, on croyait qu'il allait changer ce pays. Mais il n'a rien fait de tel. C'était devenu encore pire. Les choses étaient devenues pires et de plus en plus pires. Il faisait ce qu'il voulait. Il se croyait pour un monarque. Il croyait que le Sénégal lui appartenait. Donc moi vraiment, je n'aime pas parler de lui. Pour moi, c'est le passé, c'est le passé. Non, il faut en parler quand même, parce que vous êtes acteur politique et vous avez un œil sur ce qui se passe dans la scène politique, madame, n'est-ce pas? Alors, mais est-ce que réellement, il ne devait pas, il a fait 12 ans, 2 mandats successifs, alors est-ce qu'il ne devait pas
rendre le tablier une bonne fois pour toutes, réorganiser son parti et comme ça ne pas avoir la mainmise sur ça. Est-ce que objectivement il ne devrait pas faire ça? Effectivement, c'est ce qu'il devait faire. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que nos dirigeants, africains, je peux dire, ils aiment trop le pouvoir. C'est des pouvoiristes. Ouais, ils aiment trop le pouvoir. Dès qu'ils sont assis sur la chaise, ils ne veulent plus se lever. Et pourtant, on a des exemples. Le cas de Nelson Mandela qui s'est battu pendant plus de 26 ans, qui a été emprisonné, alors qui a réussi à devenir président de la République et ensuite il a fait un mandat simplement, il a rendu le tablier et il est devenu un héros. Pourquoi pas nos politiciens? Non, moi, Nelson Mandela, je me dis que c'est une autre dimension. Parce que quand on parle de personnes qui aiment vraiment son pays, c'est lui. Il s'est battu, il a été emprisonné, il est revenu, il a pris le peuple, il a mis tout sur les rails, il a travaillé, il a mis... Alors, il y a le Congolais qui sont là pratiquement une trentaine d'années et que leur pays n'évolue même pas. Ça vous dit quoi, ça? Le Congolais, c'est pas lui qui a fait 40 ans au pouvoir. J'ai oublié le nom, mais il y a un chef d'État, paraît-il, qui est au pouvoir depuis 1980 ou 90. Est-ce que c'est pas Paul Biya du Cameroun? C'est lui qui était avec les Sassou Nguesso et autres. Ouais. Vous avez dit le nom, c'est Denis Sassou Nguesso, le Congolais. Ouais. Denis Sassou Nguesso est là depuis... Parce que moi, depuis que je reconnais, j'entends le nom. Ouais. Donc, ils ont duré. Ouais. Depuis, mais ça, c'est pas bon. Ils ont au pouvoir, les enfants sont nés, ils ont grandi, ils reviennent, les rejoignent au pouvoir. C'est en quelque sorte une monarchie, si je peux me permettre de dire. Ce sont que leurs familles qui sont au pouvoir. Et c'est ce qui se passe ici. Okay. C'est une famille qui est au pouvoir, les nièces, les neveux, les frères, les beaux-frères, les belles-sœurs. Ça, c'est pas bon. Ce n'est pas ça qui fait marcher un pays. Et ces pays sont super riches. Il y a tout, des ressources minières, des ressources naturelles, mais ça tarde à décoller. Ces présidents-là ont été accusés d'être là pour la France. En quelque sorte. Vous confirmez ça? Oui, en quelque sorte. D'accord. Ils sont là pour gérer les intérêts de la France. Du colonisateur. Ils étaient colonisés jusqu'à présent, mais il fallait qu'on soit affranchis. Ok. S'ils veulent rester dans la colonisation, c'est leur problème, mais ils n'ont qu'à nous libérer. Ok. Et c'est ce que le peuple a fait et il s'est libéré lui-même. Ok. Alors, donc, le Sénégal est un exemple patent de toute façon. C'est une vitrine en matière de démocratie. Donc, les autres pays africains doivent regarder sur nous pour pouvoir transformer leur pays. Alors, la question de la réforme du franc CFA, est-ce que ça n'intervient pas dans un contexte où plusieurs pays africains expriment leur désir de rompre avec cette monnaie, affirmant qu'il favorise principalement les intérêts économiques de la France sur les politiques monétaires de certains pays africains, surtout le Sénégal. N'est-ce pas, cette dépendance est perçue comme un obstacle de développement et au progrès social de nos nations? Effectivement, parce que nous ne gagnons rien. Nous ne gagnons rien du tout. Nos banques ne gagnent rien. D'autant plus que ça a été dévalué une fois et ça nous a causé beaucoup de préjudice. Beaucoup de préjudice. Peut-être espérons que ce nouveau régime va réussir ça. Alors, madame, vous êtes fonctionnaire ou vous travaillez dans le privé? Bon, j'étais dans le privé. Je travaillais dans une société qui sous-traitait avec la Sonatel et
ont réalisé tous les grands chantiers de l'État, comme j'ai eu à le dire. Mais depuis l'inauguration, depuis qu'on a terminé les travaux qu'on avait à faire au building administratif, j'ai arrêté. J'ai arrêté. Ok. Alors, pourquoi je vous ai posé cette question? C'est tout simplement le président de la République nouvellement élu, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a adressé le 8 avril dernier une lettre aux fonctionnaires et agents de l'administration. Alors, dans sa missive, le chef de l'État rappelle les principes de droiture, de probité et d'exemplarité dans la mission collective et individuelle des agents de l'État. Il y a beaucoup de choses à corriger dans le fonctionnement de l'État, n'est-ce pas? Effectivement. Parce que... Est-ce que les fonctionnaires jouent véritablement leur rôle? C'est-à-dire qu'ils savent, ils savent que ça, ils doivent faire ça par devoir, par droit et par devoir. Est-ce qu'ils le font normalement? Beaucoup ne le savent pas. Parce que comme on a eu à le dire, beaucoup ne sont là-bas que par copinage. Ils sont là-bas parce qu'ils ont été pistonnés. Ils ne sont pas à leur poste. Beaucoup de gens figurent sur des listes alors qu'ils n'ont pas la capacité intellectuelle pour gérer ces postes. Tout à fait. Ils n'ont pas la qualification professionnelle pour être là où ils sont. Donc, ils ne peuvent pas savoir si ce qu'ils font est bon ou c'est pas bon. Il y a des gens qui se lèvent le matin, qui vont dans leur bureau, mais ils n'ont rien à faire. Tout à fait. C'est leur assistante qui fait tout. Vous voyez des ministres qui sont nommés, mais qui ne faisaient que signer. Tout à fait. Surtout chez les femmes. Et ils ne maîtrisent pas le domaine. Ils n'y savent rien du tout. Ils sont comme moi. Ils n'y savent rien, ils ne connaissent rien du tout. On les met là-bas parce que on doit. On est membre d'un parti politique. On a soutenu telle personnalité et telle personnalité. Tu étais fatigué pour moi. Tu étais fatigué pour m'aider à venir là où je suis maintenant. Il faut que je te récompense. Je te nomme ministre. Alors que c'est une tête vide. Beaucoup de ministères fonctionnaient comme ça. Moi, je me dis que le ministre de la Santé, celui-là, il est docteur, mets-le là-bas. Si j'avais à décider. Tout à fait. Le ministre de l'économie et des finances, mais un économiste là-bas, quelqu'un qui a fait l'économie, les finances, la comptabilité, tu le mets là-bas, ça fonctionne. Le ministre de la justice, comme ils ont fait, tu prends un avocat, tu le mets là-bas. Le ministre de la communication, prends un journaliste, ou bien quelqu'un qui maîtrise, qui a fait la communication, tu le mets là-bas. Moi, je crois que si on faisait comme ça, ça allait mieux fonctionner. Okay. Les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Ok. C'est ce qui manquait. Et on a vu ce régime-là poser les actes de rupture sur cette situation-là. Alors, c'est des pratiques tant décriées par les Sénégalais et il faut les corriger, c'est impératif. C'est impératif parce que il a mis un gouvernement, vraiment, je dirais qu'il est constitué de compétences en leur domaine respectif. Donc, sur lesquels on ne peut rien préjuger pour le moment parce qu'ils sont à leur première fonction, ils sont au préalable que sont les passations de services, les prises de contact et autres. Donc, on n'a qu'à leur laisser le temps pour voir. Okay. Alors, le gouvernement sénégalais, surtout, veut rompre avec certaines pratiques longtemps enracinées dans la société sénégalaise. Le nouveau gouvernement, ce nouveau gouvernement-là, ne soutiendrait plus certains événements culturels ou sportifs de la même manière que par le passé. Par exemple, je peux donner un exemple.